si tu cesses de lutter, si tu cesses de demander plus de toi-même, mentalement, spirituellement, tu es en train de mourir. Mohamed Ali disait, je suis le meilleur bien avant de le devenir. Ce n'était pas de l'orgueil, c'était de l'autosuggestion délibérée. Tu dois comprendre que ton succès repose sur la persévérance, qu'il implique de poursuivre ton but de manière agressive et continue, jour après jour, si nécessaire. Parle de tes projets avec enthousiasme, même si au début, cela peut te sembler totalement artificiel, faux. Essaye, parle et ne t'arrête pas. Répète encore et encore jusqu'à ce que... Et parce qu'on a peur d'être jugé, critiqué, on se conforme. On pense comme il faut. On vit comme la société nous dit de vivre. Et le pire, c'est la personne qui s'endette. L'endettement est un piège impitoyable qui étouffe l'ambition, détruit la confiance en soi et éteint les espoirs. Si tu ne fais rien, par la force de la nature, tu n'auras rien. Napoléon Hill l'a écrit dans un livre il y a des décennies. Et aujourd'hui, j'ai réuni pour toi l'essentiel de ces outils et je pense que ça peut réellement t'apporter un grand changement dans ta vie. Si tu es enthousiaste, si tu gagnes dans la vie, si tu prends des initiatives, tu peux passer cette vidéo. Elle n'est peut-être pas faite pour toi. Sinon, écoute ça. Toi, moi, ton entourage, mon entourage, on est tous paralysés par la peur. C'est elle qui t'empêche d'être la meilleure version de toi, de donner tout ce que tu as au monde. Tu ne le sais peut-être pas, mais la peur te tue tous les jours à petit feu. Chaque jour que tu n'avances pas à cause de la peur, chaque fois que tu ne fais rien à cause de la peur, tu ne restes pas là où tu es. Tu te détruis un jour à la fois. Tu meurs un jour à la fois. Tu ne t'en rends pas compte quotidiennement parce que tu te détruis de manière lente. Ça te consomme petit à petit jusqu'à ce que tu te réveilles un jour et c'est peut-être trop tard. La première peur que tu as et qui te détruit chaque jour, c'est la peur de finir pauvre. C'est la peur de finir fauché. C'est la peur de manquer d'argent. C'est la peur de ne pas pouvoir te permettre une voiture comme les autres. C'est la peur d'être tellement fauché que les autres ne te donneront aucune considération. Tu vois, dès l'enfance, on comprend très vite que posséder des belles chaussures, des vêtements à la mode, les dernières consoles, peut-être un chauffeur pour nous amener à l'école, sont les choses qui déterminent comment les autres nous perçoivent. Dans la cour de récréation, ce sont ces choses qui déterminent si nous serons respectés ou moqués. Et quand tu deviens adulte, cette peur te suit subtilement. D'ailleurs, elle devient plus présente, plus sophistiquée. Tu t'es dit, je veux habiter dans telle maison, dans tel quartier. Je veux le dernier iPhone et la plus belle des voitures. Je veux tout ça. Pas parce que je veux être bien dans ma peau, mais pour que la société ne me considère pas comme un pauvre. Pour que les gens autour de moi ne me considèrent pas comme un raté. Si j'ai tout cela, ou si je prétends avoir tout cela, alors je serai respecté. Je ne ferai pas partie de ces gens qui sont exclus, ignorés. Je ne ferai pas partie de ceux à qui on ne donne aucune considération, simplement parce qu'ils sont pauvres. Et le pire, c'est que souvent, les gens autour de toi, tes amis, ta famille ou la société en général ne récompensent plus la bonté, ni même l'honnêteté, ni même le talent pur, mais ils récompensent l'argent. La plupart de ces gens seront aveugles à ta générosité. Tu leur fais quelque chose, ils s'en fichent. Mais tu leur montres que tu es riche, que tu as acheté la dernière voiture, que tu as réalisé des investissements. C'est à ce moment-là qu'ils vont te considérer, qu'ils vont t'accorder de l'importance. Je ne les blâme pas parce que c'est une règle de la société. C'est comme ça. C'est lui qui a de l'argent et c'est lui à qui tout le respect est dû. C'est lui qui a de l'argent et c'est lui qu'on applaudit. Et c'est lui qui est pauvre et c'est lui qu'on écrase. C'est lui qu'on méprise. Si tu es vulnérable, dépendant, incapable de t'offrir un cadeau, de te payer un restaurant, de faire des sorties avec tes amis, alors tu es vraiment mal barré. Le truc avec cette peur, c'est qu'elle te pousse à aller travailler, à chercher de l'argent, à devenir un soldat docile du système. Non pas pour te construire un avenir meilleur, mais pour fuir l'abîme, pour fuir cette pauvreté insupportable. Et quand tu fuis quelque chose, quand tu ne sais pas ce que tu veux, mais qu'au moins tu sais ce que tu ne veux pas, tu peux accepter n'importe quelle promesse.
Tu vas accepter n'importe quel travail. Tu vas accepter n'importe quel rêve. Tu vas courir dans toutes les directions. Et quand tu entends les gens te dire « les pauvres sont seuls, inutiles, remplaçables », alors on se crée une vie fictive pour ne pas paraître pauvre. Il y en a qui vont même faire semblant. Ils vont louer des belles voitures, des belles maisons et parfois ils s'endettent pour maintenir cette illusion. Tout cela, non pas à cause de la pauvreté elle-même, mais à cause de la peur de la pauvreté ancrée en nous depuis l'enfance. Et dans une minute, je vais te donner les antidotes à cette peur. La deuxième chose qui ruine ta vie, c'est la peur de la critique. Cette peur, c'est une prison mentale silencieuse qui t'empêche d'agir, qui empêche toute initiative. On a peur, non pas parce que quelque chose nous menace physiquement, matériellement, mais à cause du regard des autres. Personne, ni toi, ni moi, personne ne supporte la honte, le rejet et l'indifférence. La société vit avec ses codes, sa culture, sa manière. Et si on a le malheur de s'éloigner de ces codes, on est immédiatement jugé, critiqué. Et parce qu'on a peur d'être jugé, critiqué, on se conforme, on pense comme il faut, on vit comme la société nous dit de vivre. La troisième chose qui nous détruit, c'est la peur de ne plus être aimé, la peur de perdre l'amour, la peur de perdre cette personne qu'on a tant aimée, cette personne à qui nous avons tout donné, de l'affection, de l'estime et de la complicité. Cette peur crée la jalousie, l'envie et nous fait dire « et si cette personne cessait de m'aimer? Et si je n'étais plus bien assez pour elle ?» Et de là, le cerveau commence à s'inventer des histoires qui ne sont même pas vraies, à se créer des menaces qui n'existent même pas. On devient des fois manipulateur, jaloux, suspicieux et on provoque nous-mêmes la perte que l'on cherchait à éviter. La première antidote à ces peurs, c'est que tu dois te faire confiance. Non pas une confiance aveugle du genre « je suis confiant et c'est tout », mais une vraie confiance. Une confiance en tes propres moyens, une confiance en tes propres capacités. Je crois réellement qu'il n'y a aucune force qui peut égaler la confiance en soi. La confiance en soi, c'est ta capacité de croire que par ton acte, tes gestes, ton comportement, tu peux littéralement manifester ce que tu veux, créer le monde que tu veux, résoudre le problème auquel tu fais face. Tu dois profondément croire que ce que tu penses, ce que tu fais et ce que tu choisis impacte ta vie plus que tout ce que les autres disent sur toi et tout ce que la société, ton entourage, tes parents, tes amis disent de faire. Une personne qui croit en ses capacités, qui aligne ce qu'elle pense avec ce qu'elle fait, qui a confiance en elle, même si elle n'est pas bien éduquée dans un domaine, réussira probablement mieux qu'une autre personne bien éduquée, mais qui n'a pas confiance en elle. Tu vois, il y a ces personnes qui sont très bien éduquées, mais qui n'ont pas confiance en elles. Elles sont persuadées que, par exemple, la modestie, le fait d'être modeste, c'est une bonne chose, c'est une vertu. Et parce qu'elles croient réellement que la modestie est une vertu, elles se cachent à l'arrière-plan par peur, par crainte d'être critiquées. Et cette attitude les condamne à rester toute leur vie dans l'ombre. Le monde ne connaîtra jamais leur talent simplement parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. Si tu veux réellement avoir confiance en toi, voici ce que tu dois faire. Tu dois commencer tous les jours à lutter. Ce que je te dis est hyper important. Tu dois lutter. Et lutter, c'est demander tous les jours plus de toi-même. C'est agir chaque jour pour être mieux que le jour précédent. Lutter, c'est partir de rien pour devenir le meilleur commercial dans ton entreprise, le meilleur manager, le meilleur ingénieur. Ceux qui n'ont jamais eu à lutter comme les enfants, élevés dans la richesse et le confort, peuvent perdre leur ambition et leur confiance en eux. Si tu ne te bats pas tous les jours, tu t'es détruit tous les jours. L'absence de lutte te conduit à l'inaction. L'inaction te conduit à l'atrophie mentale et spirituelle. Si tu cesses de lutter, si tu cesses de demander plus de toi-même mentalement, spirituellement, tu es en train de mourir. La lutte te permet réellement de développer des vertus essentielles à ta réussite. Là où tu es actuellement, imagine la personne que tu souhaites devenir. Crée une image mentale de cette personne, puis liste les habitudes que cette personne adopte quotidiennement. Si l'image mentale de la personne que tu veux devenir est celle d'un directeur général d'une entreprise de service, alors dis-toi, quelles sont les habitudes qu'une telle personne adopte quotidiennement? Si l'image mentale est celle d'un homme d'affaires accompli, alors quelles sont les habitudes qu'un homme d'affaires accompli répète quotidiennement? Si l'image mentale que tu t'es créée est celle d'un sportif de haut niveau, alors demande-toi quelles sont les habitudes qu'un sportif de haut niveau répète régulièrement. Et c'est là où ta lutte prend tout son sens. Parce que
De là, tu n'auras qu'à faire une seule chose, répéter ces habitudes religieusement. Pour former une habitude, tu dois répéter les mêmes actions, les mêmes pensées et les mêmes mots encore et encore. Une fois que tu as créé cette habitude, c'est elle en quelque sorte qui va te contrôler, qui va contrôler toutes tes activités corporelles. Ta confiance en toi se développe et se cultive par la répétition d'affirmations positives, des choses agréables que l'on souhaite voir dans notre vie. Mais elle doit s'exprimer par des actes concrets, constructifs, pas juste des simples déclarations. Note bien cette nuance. Elle se développe par des affirmations positives, mais elle s'exprime par des actes concrets, constructifs. Les pensées que tu as à ton propre égard se reflètent naturellement aux yeux des autres. Et les autres ne croient en toi que si tu crois en toi-même. Maintenant, voici l'endroit où tu peux puiser toutes tes pensées, toutes tes inspirations. Napoléon Hill appelle cela l'autosuggestion. Tous les grands penseurs, tous les grands entrepreneurs, toutes les grandes personnalités de l'histoire ont utilisé l'autosuggestion pour puiser des idées, des pensées et des suggestions incroyables qui leur ont permis de faire des inventions extraordinaires. Voici un exemple concret d'autosuggestion. Tu suggères à ton subconscient que tu veux gagner 100 000 euros d'ici la fin de l'année. Ton cerveau reçoit cette idée. Ce n'est encore qu'une simple suggestion. Maintenant, soit tu ne fais rien et cette suggestion disparaîtra dans 2 jours comme si elle n'est jamais apparue, soit tu prends cette idée de gagner 100 000 euros, tu l'écris sur un papier que tu gardes près de toi. Cela peut te sembler totalement absurde, mais écoute bien, tu vas la lire 2 fois par jour, matin et soir. Ajoute-y une émotion intense et crois-y, même si au début cela peut te sembler totalement artificiel. Le but est de saturer ton subconscient de cette vision jusqu'à ce qu'elle devienne une croyance enracinée, une force qui guide tes pensées, tes choix. Quelqu'un issu d'une famille de riches entrepreneurs a déjà ce genre d'autosuggestion imprimé dans son subconscient. Son cerveau est déjà formaté d'une certaine manière. Tu prends les enfants de Bernard Arnault, leur cerveau est déjà formaté d'une certaine manière. Tu prends quelqu'un comme Steve Jobs, il a imprégné dans son subconscient la croyance qu'il pouvait changer le monde. Les autres s'en moquaient totalement, mais lui croyait tellement fort qu'il est parti le faire dans la vraie vie. Elon Musk, par exemple, s'est programmé mentalement à croire qu'il était capable de faire ce que personne ne faisait. Envoyer des fusées réutilisables, conquérir Mars, révolutionner le marché automobile avec Tesla. Cela semblait totalement abstrait, voire stupide pour certains. Mais à force de répéter cette autosuggestion, il a fini par changer la réalité. Mohamed Ali disait « Je suis le meilleur » bien avant de le devenir. Ce n'était pas de l'orgueil, c'était de l'autosuggestion délibérée. En disant « Je suis le meilleur », il nourrissait son subconscient avec ce message jusqu'à ce que ce message se manifeste dans la réalité. Ces exemples peuvent te paraître extrêmes et exceptionnels, mais en répétant chaque jour une idée, une suggestion, tu vas y croire tellement fort, elle va devenir la chose la plus importante dans ta vie et tu vas finir par la réaliser dans le monde réel. Donc jusqu'ici, nous avons éliminé les peurs, renforcé la confiance en nous, nous avons cru profondément à une idée, une suggestion. Maintenant, voici le 3e principe qui t'évitera de finir pauvre. La plupart des gens vivent dans la pauvreté simplement parce qu'ils ont adopté des habitudes destructrices. Ils n'ont rien à la fin du mois, pas parce qu'ils manquent de revenus. Certains ont même des bons salaires, mais simplement parce qu'ils ont adopté des habitudes destructrices. L'antidote à la pauvreté est le principe suivant, l'habitude d'épargner. Napoléon Hill disait ceci, l'accumulation d'argent est une science simple. Il s'agit de subordonner les plaisirs présents aux besoins futurs en évitant les dépenses inutiles et en épargnant systématiquement. Une personne sans épargne est vulnérable aux imprévus et aux crises, tandis que celle qui a mis de côté de l'argent est mieux équipée pour saisir les opportunités et surmonter les défis. Et le pire, c'est la personne qui s'endette. L'endettement est un piège impitoyable qui étouffe l'ambition, détruit la confiance en soi et éteint les espoirs. Napoléon Hill disait que lorsqu'une personne est écrasée par la dette, elle est aussi impuissante qu'un esclave enchaîné, incapable de réaliser un progrès précis dans sa vie. Si tu t'endettes de manière contrôlée pour faire des investissements non risqués, là, c'est acceptable. Les dettes contractées pour des investissements professionnels sont tolérées si elles sont bien gérées. Voici comment, selon Napoléon Hill, tu dois repartir tes revenus.
Tu dois accorder 50% pour la vie courante, c'est-à-dire les vêtements, le logement, la nourriture. Tu dois accorder 20% dans un compte d'épargne. Tu dois accorder ensuite 10% pour ton éducation, 10% pour tes loisirs, 10% pour tes investissements ou pour une assurance vie. Mais ce qui est triste, c'est que la plupart des gens ne suivent même pas cette répartition. Tout l'argent qu'ils gagnent à la fin du mois est consommé en dépenses courantes et il reste très peu pour l'éducation, l'épargne ou les investissements. L'habitude d'épargner une partie de tes revenus est presque une garantie d'atteindre l'indépendance financière. Si tu n'as pas encore adopté cette habitude, il est crucial de commencer dès que possible, même avec des petites sommes. Si tu épargnes la moindre somme, tu te prépares à saisir les opportunités qui se présenteront dans l'avenir. Il y avait dans le livre l'histoire d'un jeune homme qui venait de la campagne travailler dans une imprimerie. Un truc simple. Un collègue l'a encouragé à ne pas dépenser tout son argent et à économiser une bonne partie. Au bout de 3 ans, il avait économisé un montant important. Et soudainement, l'entreprise dans laquelle il travaillait était en difficulté et allait faire faillite. Il a pris l'argent qu'il avait économisé, l'a investi dans l'entreprise et il devient propriétaire. Aujourd'hui, il gagne 250 000 euros par an. Il n'aurait jamais pu saisir cette opportunité s'il n'avait pas mis de l'argent de côté. Warren Buffett, le plus grand investisseur de l'histoire, a lui aussi commencé par des petites sommes. Et grâce à ces petites économies, il a pu emprunter les fonds nécessaires pour démarrer son entreprise. Ta capacité à économiser peut souvent inspirer confiance aux investisseurs, aux créanciers et aux autres personnes prêtes à te confier leur argent. Et ce n'est pas le montant que tu économises qui importe le plus, c'est l'habitude de le faire. Elle seule te donnera non seulement la liberté financière, mais aussi la fiabilité et la discipline dont tu auras besoin pour réussir à long terme. Si tu ne fais rien, par la force de la nature, tu n'auras rien. Si tu attends qu'on te dise quoi faire avant d'agir, tu n'auras que ce que les autres auront décidé de te donner. Ceux qui prennent de l'initiative et agissent même sans qu'on leur ait demandé sont ceux qui reçoivent toutes les récompenses du monde, qu'il s'agisse d'argent ou d'honneur. La quatrième chose que tu dois faire, c'est prendre des initiatives. Napoléon Hill disait que l'initiative consiste à faire ce que l'on doit faire sans qu'on nous le demande et à continuer à le faire même après avoir été instruit. Ceux qui attendent à ce qu'un impératif, à ce qu'une nécessité les pousse à agir reçoivent souvent l'indifférence et bas salaire. Personne dans ce monde ne peut devenir leader sans développer l'initiative. Tous les leaders de ce monde, dans tous les domaines, sont ceux qui ont pris des initiatives. Ce sont ceux qui ont agi sans qu'on leur dise quoi faire. Ils ont pris des initiatives avec des objectifs en tête. Pour devenir une personne d'initiative, il faut d'abord éliminer la procrastination. Et pour ne plus procrastiner, tu dois te fixer un objectif clair et t'engager à accomplir au moins une action spécifique chaque jour pour te rapprocher de cet objectif. Les leaders, les gens qui prennent des initiatives sont souvent jugés, surveillés, critiqués. Et cette attention particulière portée sur eux confirme bien évidemment leur statut de leader. Par contre, ceux qui accomplissent peu ou rien sont souvent ignorés. Tu dois être l'exemple à suivre. Tu dois inspirer les gens par tes actions, diriger avec justesse et détermination. Tu dois comprendre que ton succès repose sur la persévérance, qu'il implique de poursuivre ton but de manière agressive et continue, jour après jour, si nécessaire. Le simple fait d'avoir un objectif principal défini, sans effort constant pour l'atteindre, ne suffit absolument pas. Le dernier principe que j'ai retenu pour aujourd'hui, c'est l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est un état d'esprit qui inspire l'action. Il est contagieux. Il affecte non seulement celui qui l'éprouve, mais également toutes les personnes avec lesquelles il entre en contact. L'enthousiasme te donne une énergie telle que tu peux accomplir beaucoup plus avec moins d'efforts. Si tu mélanges l'enthousiasme avec ton travail ne deviendra plus un travail, mais une passion. Il sera léger et moins monotone. Tu peux tellement enthousiaste à l'égard d'une chose que tu seras absorbé par cette tâche au point de perdre la notion du temps. L'enthousiasme recharge ton corps et t'aide à développer une personnalité dynamique. Il y a des gens qui sont naturellement enthousiastes, mais d'autres qui peuvent aussi le devenir en suivant un processus simple. Travailler sur ce que tu aimes. Lorsque tu parles avec enthousiasme de quelque chose, cela se transmet aux autres. Cela les met dans un état d'esprit réceptif et positif. Les grands vendeurs,
Les grands innovateurs sont ceux qui sont enthousiastes à l'égard de ce qu'ils font. Ils te parlent de ce qu'ils font comme si c'était la chose la plus importante dans le monde. L'enthousiasme est une des choses les plus sous-cotées de notre époque. C'est le remède à la timidité, à l'hésitation. Il n'y a pas un bouton magique à appuyer pour devenir enthousiaste ou une formule magique à appliquer pour devenir enthousiaste. Décide d'être enthousiaste actuellement, là où tu es, maintenant. Parle de tes projets avec enthousiasme, même si au début, cela peut te sembler totalement artificiel, faux. Essaye, parle et ne t'arrête pas. Répète encore et encore jusqu'à ce que l'enthousiasme devienne ton état naturel. Mon défi pour toi serait que pendant les 30 prochains jours, tu puisses appliquer au moins un de ces principes. Je pense fermement que si tu surmontes toutes tes peurs, que si tu développes ta confiance en toi, que si tu adoptes l'habitude d'épargner une partie importante de tes revenus, que tu ne dépenses plus tout ce que tu gagnes pour justement saisir les opportunités futures, si tu fais usage de l'autosuggestion pour te donner les meilleures idées, les meilleures suggestions et les imprimer dans ton subconscient, et qu'en plus tu développes un enthousiasme à l'égard de ce que tu fais, alors je crois réellement que rien au monde ne peut t'arrêter. Et les rendements dans ta vie vont littéralement exploser.